Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier avant-match de l'année, c'est magnifique. Barça-Atlético Madrid, en plus c'est un sacré match. Le Barça a une chance de finir sur une bonne note, on va dire, un match positif peut-être, avoir de nouveaux espoirs pour la prochaine année qui arrive. On va voir ce qui va se passer. On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est une belle affiche, franchement c'est une belle affiche entre un Barça malade et un Atlético Madrid en pleine forme. Peut-être que ça équilibre un petit peu les choses, vu que le Barça de base, peut-être sur le papier on pourrait dire que le Barça est un petit peu plus fort, on va dire, que l'Atlético Madrid. Mais franchement c'est pas si évident que ça non plus, parce que l'Atlético reste une équipe qui pose souvent des problèmes en Liga, qui est souvent là. Pas loin du Barça, pas loin du Real, qui est là un petit peu entre les deux, qui peut aussi profiter par moments de certains résultats des deux équipes. Et là c'est ce qu'ils ont fait. On sait que le Barça et le Real en ce moment, quand il y en a un qui perd des points, l'autre juste après il va perdre des points, il va pas aller chercher une victoire, il va pas profiter des faux pas de l'autre. C'est l'Atlético de Madrid qui en profite avec ses 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est du très lourd, c'est du très solide, on va dire. L'Atlético, c'est une équipe qui fait peut-être pas beaucoup de bruit, pas autant de bruit que les deux autres évidemment, mais c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui est toujours là. Et même si sur les dernières saisons, les derniers résultats, sur les peut-être 5 derniers matchs ou quoi, on les a battus à chaque fois, ça veut rien dire. On le sait déjà. On sait déjà. Rajoutez à ça que pour ce match-là, eh bien, on ne pourra pas compter sur Lamine Yamal. Il va y avoir encore cette question, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois qu'on a eu, Lamine Yamal a été absent un certain temps. Eh ben, ça correspond, là, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Il est revenu pour quelques matchs, il est reparti. Mais ça correspond un petit peu avec notre période aussi de moins bien, parce qu'on n'a pas su trouver des solutions viables, en tout cas pour continuer à vraiment être dangereux, continuer à produire du beau football sans notre petite pépite, Lamine Yamal. Donc quel est le plan? Est-ce que Rafinha va jouer à droite? Est-ce que c'est Ferran Torres? Il n'y a pas 50 solutions non plus pour moi. Il y a des joueurs qui peuvent jouer, mais qui ne sont pas forcément très bons à ce poste. Même Rafinha ou Ferran Torres, c'est pas leur poste, ils sont le plus fort, on va dire. Ferran Torres est plutôt bon à droite, mais quand il joue avec l'Espagne, mais avec le Barça, il apporte pas souvent vraiment du danger, pas quelque chose de forcément très agréable à voir. Dans tous les cas, c'est deux profils qui rentrent pas mal dans l'axe, que ce soit Ferran Torres ou même Rafinha, c'est des joueurs qui sont assez axiaux, c'est des joueurs qui sont attirés par l'axe et qui vont souvent se plonger dans l'axe, se recentrer, tout ça, et laisser un petit peu le couloir vide. Et on sait que le couloir à droite ne doit pas être vide, parce que à gauche déjà il est assez vide comme ça, il n'y a que Baldé. Quand il y a un ailier gauche qui joue à gauche, bah c'est un ailier, et détrompez-vous, hein, c'est pas forcément l'ailier gauche qui joue comme ça, c'est la tactique qui est comme ça. L'ailier gauche n'est pas un pur ailier gauche, c'est un ailier qui va rentrer dans l'axe. Peut-être que Flick fait ça aussi par rapport au profil qu'il a, mais en tout cas c'est le cas. Que ça soit Fermin, que ça soit Ansu Fati, que ça soit Ferran Torres, que ça soit qui vous voulez en fait, Rafinha du coup, qui joue ailier gauche, et bien à chaque fois se recentre dans l'axe et il joue plus comme un deuxième attaquant à côté de Lewandowski plutôt qu'un ailier. Donc voilà, ça c'est un fait. Donc déjà le couloir gauche est très peu animé parce qu'il n'y a que Baldé, et que Baldé, bon bah voilà, hein, c'est difficile pour lui, mais en tout cas il n'a pas ce qu'il faut pour non plus animer à lui tout seul le couloir, c'est difficile, c'est comme ça. Et à droite on a Koundé et Lamine Yamal normalement qui se partagent un petit peu le couloir et qui arrivent à faire de bonnes choses, et on sait que la plupart de nos actions dangereuses partent de ce couloir là. Évidemment. Là, il n'y a plus de Lamine Yamal, donc on va pas laisser Koundé tout seul, parce qu'on a déjà eu ce problème il n'y a pas si longtemps que ça. Quand dans le couloir, tu as Koundé et dans l'autre couloir, tu as Baldé, il faut abandonner l'idée d'attaquer par le couloir, parce que ce sont deux joueurs qui n'apportent pas énormément de danger pour des problèmes différents, on va dire, mais c'est des joueurs qui apportent pas forcément énormément de danger dans les couloirs à eux tout seuls. Donc c'est le big problème, le gros casse-tête pour Hansi Flick. Je pense que la solution logique, moi je pense que ce serait Rafinha quand même, qui a montré sur les derniers matchs quand il y avait justement l'absence de Lamine Yamal. Rafinha a été un des seuls à montrer que c'était pas trop mal à droite, aussi parce que Rafinha est très en forme en ce moment. Ce début de saison, ça lui réussit bien, donc peut-être qu'il a plus de confiance en lui, donc peut-être qu'il montre un petit peu plus que ce qu'il avait montré par le passé dans le couloir droit. Donc on reste sur un résultat très mauvais, hein, une défaite contre les Leganés à domicile, catastrophe.
naturel. C'est comme ça, Fleet il a donné un petit peu de repos à ses joueurs juste après la défaite. Voilà, il a dit qu'il avait décidé, il a dit en conférence de presse, je crois qu'il avait décidé de ça après le match, que ça faisait du bien aux joueurs, que ça s'est vu à l'entraînement, que ces 2 jours de repos ont fait du bien, que les joueurs sont revenus un petit peu avec les batteries un petit peu rechargées, tout ça, j'en sais rien, mais on espère que ça a fait du bien aux joueurs parce que on sait que depuis un certain temps, tout ne fonctionne pas très bien dans l'équipe. L'équipe met moins d'intensité, peut-être il y a une question de fraîcheur aussi, peut-être que les joueurs avaient besoin un peu de souffler, de repos, de moins enchaîner, parce qu'on sait qu'on enchaîne tous les 3-4 jours, qu'on peut pas trop se reposer, on va dire, les joueurs peuvent pas forcément souffler, que ça soit physiquement ou mentalement, et évidemment aussi faut le prendre en compte, hein, les amis. Chaque fois on parle du physique, ouais, il est un peu cramé, mais il peut être aussi cramé un petit peu psychologiquement. Vous savez, quand vous êtes bien dans votre tête, bah des fois vous arrivez à vous dépasser et c'est plus les muscles qui dirigent, c'est vraiment le mental. Tout est dans le mental. Quand vous allez chercher une victoire à la 95e minute d'un match, à la fin d'une saison, tu vois, finale de Ligue des Champions, ça se fait pas avec la fraîcheur des muscles. Évidemment, si t'es complètement lavé, t'as des crampes dans tous les sens, c'est compliqué. Mais ça se joue plus dans la tête que dans les muscles. Il faut aussi avoir un sacré mental. Et pour ça, il faut aussi souffler. Il faut se reposer mentalement et physiquement. Les 2 vont de pair dans le sport de haut niveau. C'est une évidence, en vrai. Donc bref, peut-être que les joueurs en avaient besoin. Là, ça fait du bien. On a une semaine pour souffler. On va voir comment ça va se passer. Il y a des joueurs qui sont moins bien en ce moment, comme Lewandowski. C'est un petit peu plus compliqué, hein, et évidemment. Même Dani Olmo, ça parle de le laisser au repos. Ça parle de mettre Gavi. Ça parle de mettre Fermin Lopez aussi à gauche, Rafinha à droite. C'est plus ou moins ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être mis Dani Olmo. C'est vrai que quand on y pense un petit peu, Dani Olmo, c'est un joueur qui est beaucoup dans la verticalité, beaucoup dans la profondeur. C'est un joueur qui fait beaucoup d'appels, tout ça. Et quand tu le mets à côté de Rafinha, par exemple, disons que Rafinha il joue ailier droit et que Dani Olmo joue à l'intérieur du jeu mais de son côté, plus dans le demi-espace droit, eh bien tu vas avoir 2 joueurs du même profil qui vont avoir un jeu très direct, très vertical, qui vont beaucoup faire d'appels dans la profondeur et peut-être qu'ils vont se marcher un petit peu dessus s'ils jouent à côté. Donc peut-être que oui, ça ne fonctionnerait pas vraiment, ça serait pas totalement bien, parfait en tout cas, si les 2 jouent à côté. Je pense après vous allez me dire ouais mais ils peuvent très bien s'entendre et ne pas faire un appel. Oui, mais quand tu as 2 joueurs qui naturellement font les mêmes mouvements, qui sont un petit peu trop dans le même style de jeu et que c'est pas ce dont tu as besoin l'équipe d'ailleurs, eh bien quand tu vas pas arriver à marquer, au bout d'un moment le naturel revient. Le naturel revient et peut-être que ça va se marcher dessus, peut-être que ça va faire les mauvais appels. Il y en a un qui devrait écarter, l'autre faire l'appel justement et peut-être qu'ils vont aller dans la même zone. Donc peut-être que oui, faire jouer Dani Olmo et Rafinha à côté, en tout cas, c'est peut-être pas la bonne idée. On a Fermin Lopez de l'autre côté aussi, qui est un joueur très vertical et très direct aussi, qui fait beaucoup d'appels dans la profondeur, un petit peu à l'image de Rafinha et de Dani Olmo dans les déplacements. C'est un peu des joueurs qui se ressemblent, on va dire, pas les mêmes qualités, mais vous voyez un petit peu en termes de profil. Donc forcément, si on attaque Fermin, Dani Olmo, Rafinha, ça fait trop de joueurs un petit peu pareil, et peut-être qu'on a besoin aussi d'un certain contrôle en partie, tu vois, un peu de contrôle, un peu de jeu direct. Donc bref, je vous ai parlé de la forme de l'Atlético Madrid, c'est 11 victoires, toutes compétitions confondues, que ça soit Ligue des Champions, Liga ou Coupe du Roi. 11 victoires d'affilée. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était contre le Betis Séville, c'était le 27 octobre, donc ça remonte quand même un petit peu à loin, ça fait quasiment 2 mois, à une semaine près. Ils avaient perdu juste avant contre Lille, et pas longtemps avant, un petit peu contre Benfica, ils s'étaient fait éclater, c'était début octobre aussi. Donc ils ont eu ce mois d'octobre là qui était un petit peu plus dur pour eux, le temps peut-être d'ajuster certaines choses pour le coach, de trouver des solutions, certains joueurs, je sais pas, un système ou quoi. Et au final, ils enchaînent quand même. Ils ont enchaîné depuis 11 victoires d'affilée sur des scores un petit peu plus serrés, on va dire. Contre Mallorca, par exemple, ils ont gagné 15-0 à l'extérieur, mais ils ont tapé quand même quelques petits scores, hein, des 5, des 6-0, des choses comme ça, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Donc évidemment, c'est pas une équipe qu'il faut sous-estimer. Bon, ça, on le savait déjà. C'est une équipe qui, on le sait aussi, beaucoup dans la défense, le Cholismo. Le Cholissimo. Donc voilà, on sait déjà tout ça. Que ça soit à domicile ou à l'extérieur, franchement, ça change pas grand chose. À domicile, ils sont à 5 victoires d'affilée. À l'extérieur, ils sont à peut-être 6 victoires d'affilée, quelque chose comme ça. Donc que ça soit à domicile ou à l'extérieur, c'est pas, y a pas grand changement. Ils ont fait un petit peu plus de nuls et un petit peu plus de défaites, une défaite en plus à l'extérieur, mais ils ont joué aussi
plus de matchs à l'extérieur, un petit peu comme nous d'ailleurs. Donc il n'y a pas de grand désavantage ou avantage, tu vois. Il y a certaines équipes, des fois on voit à domicile ils sont très forts, ils ont quasiment aucune défaite, et à l'extérieur c'est très mitigé, beaucoup de nuls, beaucoup de défaites. C'est pas forcément le cas de l'Atlético Madrid. Voilà. Et il faut aussi bien sûr rappeler que l'Atlético Madrid est la meilleure défense de Liga. Comme souvent, hein, d'ailleurs, on le sait, l'Atlético, c'est une équipe vue qui est très défensive, donc qui se prend, qui encaisse très peu de buts. Là, ils en ont pris 11 en 17 matchs, sachant que nous, on en a pris 20. On a pris 9 buts de plus, sachant qu'on a un match en plus quand même par rapport à... On a le même nombre de points d'ailleurs, mais on a un match en plus. Donc si on perd contre l'Atlético là ce week-end, ils repassent devant nous déjà, 3 points de plus. Et s'ils ils gagnent leur match en retard, ils auront 6 points d'avance sur nous. Et là, ça peut être... ça peut faire très mal. Psychologiquement, juste avant la petite trêve là, des fêtes, ça peut faire très mal. Il y a le Real et l'Atlético. Là, s'ils gagnent les deux ce week-end, l'Atlético contre nous, le Real contre je sais pas qui, j'ai pas vu contre qui jouer. S'ils gagnent les deux matchs, les gars, on passe 3e. Et là, ça piquerait un petit peu. Ça serait probablement mérité vu les derniers résultats qu'on a fait. On a très peu de victoires. On a enchaîné des matchs assez pauvres aussi dans le contenu. Donc forcément, bah voilà, au bout d'un moment, tu te fais punir. Hein. C'est logique. Tu peux pas gagner tous tes matchs. On le sait, quand on est moins bien, quand on joue pas très bien, le Barça, on a du mal à aller gratter une victoire même à l'arrache, tu vois. C'est assez rare au final. Après, en termes de buts, on en a mis quand même 50 en Liga pour le moment, et eux, ils en ont mis quand même 31, ce qui est quasiment voilà, 20 de moins, quoi, peu de choses près. Donc bon, il y a une sacrée différence en termes de buts marqués, une sacrée différence en termes de buts pris, encaissés, quoi. Maintenant, sur les derniers matchs, on sait que le Barça ne met pas beaucoup de buts et perd pas mal de matchs, perd ou des nuls. Voilà, une victoire sur les 5 derniers matchs, ce n'est pas rien. Enfin bref, on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Bon, il y a quelques petits changements évidemment, mais bon, par la blessure de Lamine évidemment, la méforme aussi de Dani Olmo. Donc c'est des choix, voilà. Moi j'ai vu que Gavi pouvait être titulaire à la place de Dani Olmo, donc je me suis dit bon bah let's go, partons un petit peu là-dessus. Je serais d'avis de mettre Dani Olmo comme je l'ai dit, titulaire, mais c'est sûr que à voir si ça pose pas problème avec Rafinha qui est un peu le même profil, qui a tendance à rentrer dans l'axe et à partir devant à faire les appels, et Dani Olmo c'est un peu le même cas. C'est un joueur qui joue très haut sur le terrain et ils peuvent se rejoindre un petit peu, alors c'est bien, ils peuvent se rejoindre, se tenir la main, aller faire une balade, mais le but c'est quand même de pas trop se marcher dessus. Donc pourquoi pas avoir un Gavi qui a un petit peu un profil un petit peu plus différent, à voir s'il est très en forme aussi Gavi. On espère un retour de Gavi à 100% très prochainement, mais là on sent que c'est vrai qu'il est pas totalement à 100% non plus, un peu à l'image de Frenkie de Jong aussi. Donc ça c'est un peu la nouveauté. Fermin aussi. Il y a le choix de Ferran Torres évidemment, qui est plutôt en forme ces derniers temps, qui a marqué tout ça. Maintenant pourquoi pas avoir un Ferran Torres sur le banc aussi, en sortie de banc, qui peut faire du bien avec de la fraîcheur ou quoi. Ça peut être quelque chose de bien aussi, hein. Évidemment il n'est pas obligé de partir titulaire, à voir. Tu sais que l'Atlético Madrid par exemple, eux ils ont pas mal d'armes sur le banc. Ça peut faire un petit peu des dégâts en sortie de banc, des mecs comme Correa ou quoi, je sais pas exactement, je m'en souviens plus qui ils ont sur le banc, mais ils ont quand même un effectif assez large l'Atlético, il me semble, et sachant qu'ils ont quasiment, je crois, hein, qu'il n'y a aucun blessé. Alors que nous, évidemment, il nous manque quand même pas mal de joueurs, ou des joueurs qui reviennent un peu de blessure. Il y a Ansu Fati aussi qui revient, il a eu le feu vert médical, donc je pensais qu'il l'avait eu la dernière fois, mais non. Donc Ansu Fati qui va être de retour, mais voilà, Fati, est-ce qu'on peut vraiment attendre de lui grand chose, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, il est de retour, mais il n'est pas à 100%, Gavi n'est pas forcément à 100%, Frenkie de Jong non plus. On a aussi le retour de Ronald qui devrait avoir des minutes cette fois-ci, c'est l'info qui est sortie. Peu importe le résultat ou quoi, en deuxième mi-temps, Ronald devrait rentrer. On a hâte de voir ça aussi. Lui qui est sélectionné depuis 2 matchs mais qui a toujours pas joué une minute, on verra. En attendant, la défense restera celle de d'habitude, hein. Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez et Baldé. Le double pivot, Casado, Pedri. Puis voilà, comme je l'ai dit, c'est surtout Gavi et Fermin les deux changements, avec un Rafinha qui passe à droite du coup, puisque Lamine Yamal n'est plus là. À voir comment ça va se passer, mais en termes d'animation, on est toujours sur la même chose, hein. Un Baldé qui prend le couloir, qui monte un petit peu, un Fermin qui rentre dans l'axe, on le sait. À voir pour Gavi du coup et Rafinha. Est-ce que si Koundé monte, est-ce que déjà Koundé va monter énormément? Déjà je ne sais pas trop. Peut-être qu'il sera un peu plus prudent et qu'il restera un peu plus bas à ce niveau-là, tu vois, et pas totalement, voilà, à voir. Ça dépend des phases d'attaque aussi. S'il faut attaquer, il ira probablement. Est-ce que Rafinha rentrera du coup ici si Koundé prend le couloir? Et du coup, est-ce que Gavi jouera plus comme un milieu de terrain, une sorte de milieu comme ça, en carré, milieu à 4, on va dire, plus Casado ici qui resterait en 6, plutôt qu'avoir un double pivot, on va dire, à moins que Gavi vienne plus ou moins en 10, on va dire. Habituellement, on sait que Dani Olmo vient pas forcément se placer là, il est plus à la place de Rafinha ici.
et Lamine Yamal est plus ici et Koundé de temps en temps monte et tout ça et dédouble, mais à voir. On sait que Rafinha est plus à l'aise de rentrer dans l'axe, il faudra aussi le mettre dans les meilleures conditions. On essaie de mettre dans les meilleures conditions Lamine Yamal quand il joue à droite, en le faisant coller la ligne, en faisant dédoubler Koundé pour que Lamine soit en 1v1, tout ça. On sait que Rafinha, le 1v1, ça l'intéresse pas parce qu'il n'a pas les mêmes qualités. Donc le but, ça va être de mettre Rafinha aussi dans cette zone-là, entrée de surface, pour qu'il puisse apporter par une passe peut-être, ou même une frappe, parce que Rafinha, vous le savez, il a une très bonne frappe aussi. Donc pourquoi pas avoir Rafinha, voilà, entrée de surface, un Koundé de temps en temps qui dédouble, pas forcément tout le temps, tout le match non plus, faire attention aux contre-attaques, mais voilà, et avoir un Gavi peut-être ici en 10, en 9,5, ou enfin juste derrière Lewandowski qui tourne un petit peu autour, avec un double pivot comme ça, ou alors comme je l'ai dit, Casado qui reste plus comme ça, limite, un truc dans le genre, tu vois, pour que si jamais s'il y a des contre-attaques, et bien si Koundé monte, derrière t'as quand même Koubarsi, Casado, Inigo Martinez et un Gavi dans le coin qui peut aussi être assez agressif, on le sait. Donc voilà, à voir si on joue comme ça ou dans les phases peut-être encore un petit peu plus offensives, un Gavi dans une sorte de numéro 10 avec une défense qui resterait comme ça, les deux derrière qui restent un petit peu souvent au sol avec voilà. Une animation comme ça, à voir si on veut être très très offensif par moment ou un petit peu plus dans la sécurité dans d'autres avec un Casado qui vient se mettre ici, plus un truc comme ça. Ça peut être pas mal, on verra. On faudra donner du temps de jeu, peut-être à Frenkie de Jong, peut-être avoir pour un Dani Olmo qui rentre en cours de match, Ronald aussi qui va probablement faire son retour, un Ferran Torres aussi qui est en forme, à voir comment ça va se dérouler. Voilà pour la compo, je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon ça ne sera jamais vraiment parfait, avec des joueurs qui sont pas très en forme, d'autres qui sont blessés, d'autres de retour de blessure mais pas forcément voilà, à 100% comme je l'ai dit. Donc c'est un peu du bricolage encore, mais c'est comme ça, on est voué à être des bricoleurs les amis. C'est notre destin. En tout cas, j'espère que ça sera un bon match. J'espère que l'équipe saura aussi faire plaisir aux supporters, tout simplement, dans ce dernier match de l'année 2024. Une année qui a été pleine de rebondissements. On va pas revenir sur ce qui s'est passé la saison dernière, mais la fin de saison, il s'est passé beaucoup de choses. La nouvelle saison avec un nouveau projet, de nouveaux espoirs peut-être ou quoi. Ça serait bien de finir l'année 2024 sur une bonne note, histoire de pouvoir démarrer un nouveau chapitre, une nouvelle année 2025, sur une bonne base on va dire, sur un bon mood, tu vois déjà, du bon pied. Et puis après on verra ce qui se passera dans la saison. En attendant, rien n'est fini les amis, en attendant, c'est sûr qu'en ce moment on n'est pas très bien, tout ça. On peut crier un petit peu à la catastrophe, mais tout n'est pas non plus catastrophique et tout ça. Je pense que le Barça n'est pas loin d'une vraie crise, mais le Barça n'est pas loin non plus de revenir dans une meilleure forme et de reproduire à nouveau un bon football. On est à rien, on est un peu à la frontière entre les deux, tu vois. Donc à voir, c'est les joueurs qui ont les clés en main de toute façon et le coach. Nous on est là que pour les soutenir après tout. Donc on se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, et puis pour le débrief. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.